Alors, durant l'année 2017 et 2018, le REFAD a effectué des mini-sondages sur divers aspects de la FAD auprès des membres du réseau. Alors, j'invite Mme Marcelle Parr qui va nous présenter les résultats de ces mini-sondages. Et pendant que Marcelle s'installe, j'en profite pour remercier nos amis qui ont été... c'est un bon retour de dîner, faire un petit jeu comme ça. Ah, c'est pas mal, ça vient ici. Ouais, il a fallu que je le ferme, c'est pour ça. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, pour la présentation du sondage, nous allons faire un jeu. Non, vraiment. C'est que je me demandais comment passer la suite des choses. Mais je vais essayer de rendre les chiffres intéressants pour vous. Alors, la plupart d'entre vous avaient certainement vu passer en 2017-2018 8 mini-sondages que le REFAD a fait circuler pour aller chercher toutes sortes d'informations au sujet de différents points de vue concernant la formation à distance. Je vous le dis tout de suite, ces sondages-là n'ont pas une portée scientifique, là, ils ne sont pas le fait d'une analyse longitudinale, etc., mais ils nous donnent des tendances quand même assez importantes en éducation. Alors, je remercie au nom du REFAD toutes les personnes, les institutions qui ont contribué à ces réponses. Alors, il y avait 8 questions qui ont été qui ont circulé à différentes périodes. Quelles thématiques vous tiennent à cœur en formation à distance? Est-ce que votre institution possède ses propres concepteurs? Quelles idées ou suggestions auriez-vous pour les guides et études du REFAD? Quelle importance accorder aux sessions synchrones? Quelles solutions de webconférences sont utilisées dans votre organisme? Quelle stratégie pédagogique est principalement mise de l'avant? Votre établissement possède-t-il une politique pour contrer la cyberintimidation et est-ce que votre établissement intègre les médias sociaux? Il y avait 2 questions, la première et la troisième, 2 sondages en fait, qui étaient des questions davantage stratégiques et organisationnelles pour les activités du REFAD. Ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats des questions du sondage 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce que je vous présente également, c'est une version abrégée des résultats, des compilations des résultats du sondage. Il y aura sur le site du colloque cette version et une version détaillée. Alors, le sondage 2, est-ce que votre institution possède ses propres concepteurs, conceptrices pédagogiques? C'est un sondage qui a circulé le 31 mai 2017. Sur 74 réponses, on voit que la tendance est très nette. Oui, à 81 notre institution possède des concepteurs, conceptrices pédagogiques. Sur les réponses, il y avait plusieurs réponses qui étaient en provenance de différents établissements. Quelquefois, plusieurs réponses en provenance d'un même établissement. Alors, vous verrez que j'ai discriminé un peu pour faire un départage juste et équitable. Maintenant, il y a eu quelques commentaires, 17 personnes qui ont émis des commentaires. On voit que les concepteurs pédagogiques, oui, à 81 %, mais le nombre et le statut, c'est très variable. Pas dans toutes les équipes, pas toujours à temps complet, parfois contractuels ou travailleurs autonomes, et des fonctions très variables, soit de la pédagogie, de la technopédagogie, de l'assurance qualité, des personnes pour concevoir le matériel d'apprentissage localement, même en réseau d'établissements. On sait qu'il y a des consortiums et des établissements qui travaillent en réseau. De la conception avec des spécialistes de contenu, planifier des ateliers pédagogiques et ainsi de suite. Donc, les rôles de ces concepteurs pédagogiques-là sont bien variables d'un établissement à l'autre. Et comme avantage, on a noté évidemment que ça amenait une grande bonification de la conception des cours, mais au niveau de certaines difficultés, le concepteur n'est pas toujours technopédagogique. Parfois, une personne peut être nommée concepteur, conceptrice pédagogique dans un établissement sans avoir les compétences requises en technopédagogie, soit pour compléter une tâche ou soit parce que la personne est intéressée. Cette formation spécifique-là n'est pas toujours exigée. C'est des affectations en complément de tâches. Et on a une tendance à utiliser les concepteurs pédagogiques comme conseillers, moins de temps à ce moment-là consacré à la conception proprement dite.
Le mini-sondage numéro 4, je devrais vous mentionner, excusez-moi, je vais revenir à la diapositive précédente. Pour les gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas, les 18 qui n'avaient pas de concepteur pédagogique, ces institutions-là sont en réflexion cependant. Ce n'est pas un non, nous n'en avons pas besoin, mais nous regardons le besoin, nous examinons la façon de s'orienter vers l'ajout de personnes qui soient affectées à ces fonctions-là. Le sondage numéro 4, qui a été passé le 13 septembre 2017. Quelle est l'importance accordée aux sessions synchrones? Alors, on voit que c'est partagé. Il y a une grande variété de réponses. Autant il y a des établissements qui sont entièrement synchrones, autant d'autres établissements ne font aucune utilisation du synchrone. On voit que 40%, moins de la moitié, de leurs cours sont donnés en session synchrone. Les modes d'organisation sont très différents. Souvent, on va utiliser le mode synchrone pour la formation continue, par exemple. On dit aussi que le choix entre le synchrone et l'asynchrone à certains endroits, 2 endroits, c'était au choix de l'enseignant, au choix du professeur. Alors qu'à certains endroits, ces choix-là sont laissés à l'établissement et c'est l'établissement qui va décider dans quel cours, dans quel programme, dans quelle matière il y aura des activités synchrones. Il y a à peu près de tout. Il y a des organismes qui ne sont dédiés qu'à la formation à distance asynchrone. Il y en a d'autres qui ne font que du synchrone et il y en a qui font les 2 modes d'organisation. Les modèles variés, il y a beaucoup d'hybridité. Il y a certains cours, pour ceux qui font les 2, le synchrone et l'asynchrone, ça va être soit dans le même cours ou soit dans des cours différents, des activités bimodales aussi. Alors, on assiste là à un essor de différents modes d'organisation de la formation à distance. Et il y avait un commentaire pour dire que l'encadrement, c'est une autre question, avec quelques petits points de suspension et un petit bonhomme sourire ajouté. Le mini-sondage numéro 5. Quelles solutions de webconférence sont utilisées dans votre organisme? Qui a été passé le 1er novembre. 61 réponses, 51 institutions et organismes. Donc, on voit vraiment, je vais essayer de voir s'il y a un petit mouvement qui a été placé ici. On voit que pour ce qui est de Skype, 27 institutions l'utilisent, Adobe Connect 26, VIA 23, Zoom 10, WebEx, Google Hangout 6, 5 pour Big Blue Button, Aperion 3, Blackboard, UCU, Blue Jeans 2 et les autres, une institution qui utilisait ces autres solutions de webconférence. Chaque réponse a été prise individuellement, même s'il y a 51 institutions, il y a 61 réponses qui ont été données et ce n'est pas mur à mur à l'intérieur d'une même institution. Il va y avoir des solutions qui sont partagées par l'ensemble, mais il va y avoir d'autres solutions qui vont être adoptées par du personnel enseignant qui va s'intéresser, selon sa matière, selon son aisance avec la technologie aussi, à d'autres solutions de webconférence. Sur l'ensemble, il y a 28 répondants qui n'utilisent qu'un seul outil. Ce seul outil-là, c'était soit Adobe Connect pour 11 répondants, VIA pour 9 répondants, Zoom pour 4, WebEx pour 2, Blue Big Button pour 1 et puis Udio pour 1. Alors, c'est dans ces cas-là où un établissement va n'utiliser qu'une seule solution. Alors que dans la plupart des cas, il y a 2 outils ou 3 outils, ou même 4 et 5 outils et plus. Ce qui peut se dessiner de cette tendance-là, c'est que les institutions qui sont implantées depuis fort longtemps en formation à distance et les institutions qui sont dédiées à la formation à distance, habituellement, vont utiliser, c'est les plus grands utilisateurs des gros systèmes comme Adobe Connect et VIA. Alors que ceux qui sont en développement, il y a beaucoup d'activités individuelles ou de choix individuels. Ce ne sont pas nécessairement des choix institutionnels chez les institutions qui sont en démarrage, en développement des activités de formation à distance.
On a des commentaires sur des produits, comme on va considérer que Adobe Connect, c'est un produit qui est apprécié, qui est fiable pour des grands groupes, des rencontres d'équipe, bon, pour les usages qu'on en connaît. Même chose pour VIA, pour Skype, pour les petits groupes. Et un commentaire qui parle d'outils internes. On utilise des outils internes qui sont dédiés à notre établissement et tout autre support qui sont utilisés par les partenaires, notamment les institutions qui ont des activités de formation à distance avec la formation continue. Donc, on utilise nos outils, mais on va utiliser les outils, les supports, les plateformes aussi de nos partenaires. Le 6e sondage, 7 décembre 2017. Quelle stratégie pédagogique est principalement mise de l'avant dans vos cours à distance? On a eu 11 réponses. Alors, je suppose que les gens étaient tous en préparatif pour le temps des fêtes. On a eu des réponses en provenance de différentes universités et des collèges, et chacune des réponses a quand même été prise individuellement. On a eu un commentaire aussi à l'effet que, un petit rappel à l'ordre, à l'effet que, quant à l'énoncé de la question, quelle stratégie pédagogique, il valait mieux parler de théorie de l'apprentissage ou de courant pédagogique. La tendance est clairement au socio-constructivisme. On sait que, pardon, je vais changer de diapositive. Alors, on voit que beaucoup ont parlé de constructivisme, d'approche mixte, behaviorisme, connectivisme, cognitivisme. C'est à la base de toutes nos démarches psychopédagogiques là, qui sont connues. Mais la tendance est clairement au socio-constructivisme avec l'approche par compétence et tous les cours utilisent d'une façon ou d'une autre les notions de connectivisme. De plus en plus d'approches actives, de plus en plus d'approches inductives pour favoriser la participation de l'étudiant et son interaction avec la matière. Donc, on s'oriente de plus en plus vers ce qui est interactif. Et le milieu universitaire est très conservateur sur le plan pédagogique, semble-t-il, et reste parfois enfermé dans une conception qui est un peu plus restrictive de l'apprentissage. Alors, c'est plus difficile dans certains milieux qui sont plus institutionnalisés de faire ébranler un peu, de faire bouger, ébranler les colonnes du temple. Je voulais vous présenter un extrait du guide technopédagogique du Cégep à distance, dont un commentaire nous a été fourni par un répondant, qui dit ceci, en parlant du guide technopédagogique de Cégep à distance. Ce guide est-il d'allégeance cognitiviste, constructiviste ou socio-constructiviste? S'inscrit-il dans une approche systémique, humaniste ou connectiviste? Ces étiquettes peuvent alimenter des débats passionnants, voire passionnels, mais elles représentent peu d'intérêt au niveau des opérations. C'est pourquoi ce guide repose sur un principe plus fondamental et unificateur, qui est le principe de concordance. Il en fait la trame centrale de chacune de ces sections. Le principe de concordance qui guide la pratique de tout conseiller pédagogique désigne l'adéquation des méthodes choisies avec les objectifs, les technologies et les évaluations. Qu'il s'agisse d'élaborer des évaluations en fonction de la compétence visée, il importe d'avoir une concordance entre les intentions et les outils. Ça me semblait assez parlant et non, je n'ai pas reçu d'enveloppe brune de la part de Cégep à distance pour vous faire part de ce commentaire. Mais c'est une question qui est quand même d'actualité, quelle est l'approche, et le principe de concordance était un élément fort intéressant qui est sorti du sondage. Le mini-sondage numéro 7, votre établissement possède-t-il une politique pour contrer la cyberintimidation et le cyberharcèlement? Un sondage qui est paru le 13 février 2018. Sur 31 réponses, il y a eu 27 institutions, donc, et les 4 personnes des mêmes institutions ont répondu les mêmes choses. Alors, il y a eu 27 réponses considérées. Donc, est-ce que votre établissement possède une politique? Non à 48 %. Donc, on peut dire environ la moitié des établissements n'ont pas de politique à proprement parler pour contrer cyberintimidation, cyberharcèlement. 25 % en ont une et 12 % sont en voie de. Chez les personnes qui ont dit « non, nous n'en avons pas », bien, on y travaille, il y en a beaucoup. D'autres ont dit « nous avons une charte des droits et responsabilités ».
Nous avons une politique de lutte à l'intimidation, mais pas la cyberintimidation. Nous avons un site Web avec des mesures préventives. Nous avons une ressource Netiquette. Donc, on voit que c'est un mouvement qui est en évolution aussi vers le fait de se doter d'une politique parce que plusieurs commentaires étaient à l'effet que c'était nécessaire. Il y a aussi, vous verrez sur la version élaborée du sondage qui sera disponible, une dizaine de ressources. Les gens ont généreusement déposé des hyperliens vers des ressources, des politiques de leurs établissements que vous pourrez consulter. Le dernier sondage, sondage numéro 8, qui a été mis en circulation le 6 mars 2018. Est-ce que votre établissement intègre les médias sociaux dans ses formations à distance et en ligne? Si oui, lesquelles? Alors, 25 réponses assez partagées, environ 50-50, là, qui intègrent des médias sociaux et d'autres qui n'en intègrent pas. Parmi les médias sociaux utilisés, c'est ceux qu'on connaît, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Vimeo, qui sont autre chose que des médias sociaux, mais qui sont des outils en ligne. Les forums sont arrivés numéro 1 parce que plusieurs vont utiliser les forums sur les plateformes collaboratives, les environnements numériques d'apprentissage pour créer de la collaboration. Mais il y a de tout et les usages, on dit dans la plupart des endroits, on fait le commentaire suivant. Les usages sont faits en fonction de la conception pédagogique et du choix de l'activité d'apprentissage. Maintenant, il y en a aussi qui ont dit qui utilisent les médias sociaux uniquement dans des objectifs de promotion. Mais en général, ça aussi, c'est un mouvement qui est en développement. C'est ce qui complète les résultats du sondage 17-18. Je vous rappelle que vous pourrez consulter le PowerPoint détaillé qui vous présentera tous ces énoncés que je vous ai dit verbalement sur le site du colloque. Marcel Parr, mesdames et messieurs. Marcel Parr. Félicitations. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour dire à Marcel un gros merci pour les 55 heures et plus que tu as mis là-dessus. Tu es bénévole, je te l'apprends. Alors, merci beaucoup, c'est très gentil. Ça a coûté un divorce à Marcel, mais ça valait la peine. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, à contacter le REFAD. On va se faire un plaisir de vous faire circuler l'information. Bonjour, je m'appelle Alexis Thibault, je suis directeur du REFAD. Et j'en profite également pour remercier notre très bien-aimé président, Danny Benoît. Tu peux te lever, Danny? Non, tu peux te lever. Et c'est grâce à son initiative légendaire qu'on a fait des sondages cette année et on va continuer l'année prochaine. Alors, un gros merci à Marcel et merci à toute l'équipe.